De rebondissement en soubresaut, la campagne UMP a bien du mal à démarrer à Grenoble. À 5 mois des municipales, qui conduira la liste officielle du parti de droite? Y aura-t-il une liste dissidente? Derrière ces tiraillements, c'est une fois encore le retour possible d'Alain Carignon qui est en question. Pro et anti se livrent un combat acharné de coups de poker en peau de banane et autres croche-pattes. Mais l'électorat de droite, au final, restera-t-il mobilisé après un tel spectacle? Après Alain Carignon, la semaine dernière, c'est Mathieu Chamussi qui est notre invité. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal UMP à Grenoble, président de l'intergroupe d'opposition, candidat donc à la mairie de Grenoble. Investi puis désinvesti, on va largement y revenir, vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans ce Récap Info sur Télé Grenoble. Chaque semaine, vous le savez, ceux qui font l'actu viennent la commenter avec nous sur ce plateau. Bienvenue également au public qui nous accompagne aujourd'hui en studio dans le cadre des journées portes ouvertes des entreprises organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Aujourd'hui donc Récap Info avec Mathieu Chamussi. Il y a une dizaine de jours, à l'issue de primaires tendues qui ont dû être suspendues puis abandonnées, vous avez enfin obtenu l'investiture de l'UMP pour les prochaines municipales à Grenoble. Mais c'est en fait un pacte d'union qui a été investi, validé par la Commission nationale de l'UMP. Ce pacte, vous imposez en numéro 3 Alain Carignon, en numéro 5 Benjamin Piton et Richard Cazenave en numéro 7. Vous avez qualifié à l'époque ce pacte de proposition. Cette proposition visiblement ne vous convenait pas dans son ensemble. Vous avez décidé d'en proposer une autre. Absolument, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait samedi dernier. Parce que j'ai toujours indiqué que ma candidature, je la plaçais sous le signe et du renouveau et de l'union. Et pour ce faire, je souhaite bien sûr que nous soyons tous sur la même liste, mais je veux aussi garantir cette capacité à oxygéner la vie publique. D'ailleurs, ce triste spectacle que vous observez depuis quelques jours, il est la démonstration que ce que je dis est absolument nécessaire. On a besoin de gens nouveaux qui s'engagent en politique. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas un jeunisme absurde. Je souhaite aussi que puissent exercer des responsabilités des gens qui ont eu un parcours professionnel probant et qui souhaitent se mettre au service de la collectivité. Donc, le renouveau. Et en même temps, l'ajout de l'expérience pour que ceux qui ont réussi un certain nombre de choses en politique puissent, dans le cadre de la nouvelle majorité, si les Grenoblois nous font confiance, puissent faire bénéficier le collectif. Donc c'est exactement le sens de ma proposition. Cette oxygénation que vous appelez aujourd'hui, elle passait par le fait de faire descendre Alain Carignon de la 5e place à la 15e, 16e, 17e place. Oui, quand on a été maire de Grenoble, quand on a été ministre, quand on a été ancien président, quand on a été président du Conseil général, on n'est pas en quête d'un mandat de conseiller d'opposition. On veut faire gagner, on veut apporter son expérience au service du collectif. Et d'ailleurs, sur ce même plateau, il y a 8 jours, M. Carignon, en vous répondant, a dit « Peu importe la place, ce qui compte, c'est d'être utile. » Chiche. Mais est-ce que symboliquement, c'est facile à accepter pour Alain Carignon de passer de la 3e à la, enfin de la 5e à la 15e place, c'est-à-dire en position non éligible si votre liste perd? Je suis gaulliste. Il l'est, me dit-il. Bon, je lui propose le scrutin majoritaire, c'est-à-dire d'être élu si nous recueillons les suffrages d'une majorité de Grenoblois. Soyons clairs, allons jusqu'au bout des choses. La question d'un mandat électif au bénéfice de M. Carignon, ce n'est pas à moi, tout seul, par le biais d'un scrutin proportionnel, d'en décider. C'est aux Grenoblois de prendre cette décision. C'est ça, la démocratie, c'est le peuple qui est le maître. M. Carignon a un parcours, je lui propose de se soumettre au suffrage universel, comme nous le faisons tous. C'est-à-dire que si demain votre liste gagne, Alain Carignon, élu à la 15e, 16e ou 17e place, pourra devenir un de vos adjoints. Mais tout à fait. Nous en avons discuté. Il a été un bon maire de cette ville, un très bon maire de cette ville. Je l'ai toujours dit. Après, il s'est passé ce que l'on sait. Donc je pense qu'il faut passer par le suffrage universel pour que les Grenoblois disent s'ils veulent ou pas lui confier de nouvelles responsabilités. S'il le souhaite, son expérience peut être utile au service de Grenoble. Mais ce n'est pas à moi
tout seul doit se décider. Ce n'est pas ça la démocratie. Cette question du retour possible ou non d'Alain Carignon en politique, elle se pose, vous la comprenez, elle est légitime ou pas? La question, mais bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire, mais c'est pas à moi tout seul de prendre cette décision. Vous avez un avis quand même? Pardon? Vous avez un avis? Mais j'ai fait une proposition. Elle est claire. Elle montre qu'il faut ajouter, additionner. En politique, on essaye de faire des additions pour gagner des élections, vous savez. Je reviens sur cette décision d'investiture de la Commission nationale. Vous l'avez prise comme un diktat. Vous avez évoqué des propositions. Est-ce que finalement, vous ne vous sentiez pas piégé par ce diktat? Moi, je sais qui je suis. Je sais ma capacité à imposer mes décisions, l'autorité qui est la mienne. En même temps, j'ai entendu de la part d'un certain nombre de Grenoblois la manière dont ils recevaient cette proposition. Ils ont eu le sentiment, à tort ou à raison, qu'au fond, il y avait une tête de liste qui pouvait être un peu sous tutelle. Bon, les élections municipales, on élit une équipe, mais on élit un maire. Et on veut un homme libre, droit, qui regarde tout le monde dans les yeux et qui dit et dont on sait que c'est lui qui prend les décisions fondamentales. Donc un maire, on ne lui impose pas la composition de sa liste. C'est d'ailleurs une proposition qu'on n'a jamais fait nulle part ailleurs, ce que l'on a vu. La politique, dans ces périodes préélectorales, c'est souvent un jeu de billard à 3 bandes. Est-ce que vous avez imaginé que cette proposition de la CNI pouvait avoir comme objectif de vous pousser à la dissidence? Je ne me pose pas. Vous savez, si on commence avec des si, on n'en sort plus. Moi, je suis un responsable politique, je me détermine sur des faits, j'exprime mes convictions, je montre ma trajectoire. Les circonvolutions, les supputations ne m'intéressent guère. Alors, en refusant la proposition de la Commission nationale d'investiture, vous avez perdu de facto, dit l'UMP, votre investiture, qui est donc remise en cause, on en reparlera. Vous avez brisé l'union, c'est ce que dit Alain Carignon. On va l'écouter et vous réagissez après. Moi, je suis vraiment en accord avec ma famille politique parce que j'estime qu'il faut toujours jouer collectif. C'est pour ça que je m'étais rangé à la décision qui avait été prise de constituer une équipe telle qu'elle avait été faite. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus d'investiture, il va y avoir un autre choix. Cet autre choix, j'espère qu'il sera fait dans les meilleures conditions possibles, mais par avance, je m'y rangerai, parce qu'on ne peut pas appartenir à une famille politique et puis ne pas appliquer, ne pas se conformer à ses règles. Il vaut mieux être uni que divisé. Et donc, vous le voyez bien, je fais tout pour que cette union se fasse. Peu importe la place dans la liste? Oui, c'est pas une question de place, c'est une question vraiment de collectif, de volonté, de souhait d'être utile. Je ne vais pas présenter une liste dissidente. Alors Grenoble, puisque vous avez perdu votre investiture, c'est ce que disent certains, oui, devient une ville réservée. Ça, c'est ce qu'écrit Jean-François Copé dans le Courrier. On est d'accord. Ça veut dire que l'UMP a remis sur le travail sa décision. Les faits. La Commission nationale d'investiture m'a désigné pour conduire la liste, le 8 octobre. Le 15, la Commission nationale d'investiture n'a ni débattu et encore moins voté. Ceux qui ont dit, dans la soirée du 15, la Commission nationale d'investiture a décidé à l'unanimité de retirer l'investiture à Mathieu Chamussi, ont menti devant les Grenoblois. Pourquoi ? Parce que le dossier de Grenoble n'a été ni débattu, ni voté à la Commission nationale d'investiture. Je vous le dis. Dans quel but? Dans quel but? Je vous le dis, parce que j'ai eu François Fillon au téléphone. Qui siège, qui co-préside. Qui est coprésident avec Jean-François Copé de la Commission nationale d'investiture et qui me l'a dit. Mais pourquoi avoir menti? Dans quel but ce mensonge dont on savait très bien qu'il tomberait rapidement? À eux de s'expliquer. Ce sont des manœuvres qui sont assez nauséabondes et au fond qui ne m'intéressent pas. Alors toujours est-il qu'une prochaine commission d'investiture examinera de nouveau la ville de Grenoble afin d'accorder de nouvelles investitures. Ça c'est Jean-François Copé qui l'écrit officiellement. Vous avez bon espoir de récupérer cette investiture? Mais je vais vous dire une chose, surtout. Pour moi, tout cela est derrière.
Ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est les Grenoblois, qui sont les seuls juges en la matière. Et donc moi, maintenant, et pour les semaines et les mois à venir, je vais me concentrer sur le dialogue avec les Grenoblois pour parler de ce qui les intéresse et non pas de ce qui les exaspère. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des questions de la qualité de vie des Grenoblois, de la souffrance sociale. Et on va en parler, Mathieu Chapuis, mais j'ai besoin de comprendre, ça veut dire que vous pouvez y aller sans l'investiture. Mais encore une fois, je ne suis pas dans une expression par rapport à des hypothèses. Je ne m'exprime pas sur des hypothèses. Je suis un responsable politique qui se détermine par rapport à des faits. Alors je pose la question autrement. Mais vous pouvez la poser de toutes les manières que vous voulez, Christophe Reville. Il n'y a aucun problème. Mais la réponse sera toujours la même. Pour avoir l'investiture, il faudra que la Commission valide votre proposition de mettre Alain Carignon au moins en 15e position sur la liste, c'est ça? On peut toujours discuter dans la vie. J'ai décidé de faire une proposition. Voilà, je suis toujours ouvert au dialogue et à la discussion, évidemment. Alors, une liste quand même, ça se prépare. Hein. Les élections, c'est dans 5 mois maintenant. Ça s'approche. J'imagine que vous avez commencé à prendre des contacts. Quelques noms qui seront sur cette liste à vos côtés. Alors, on ne va pas donner de place puisque visiblement, c'est encore assez incertain. Je ne vous donnerai pas de nom aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une liste avec des personnalités de qualité qui va vous surprendre par les talents qui vont s'additionner, qu'ils soient issus de partis politiques, de l'UMP, de l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, qui est une composante importante et nécessaire pour le succès, surtout compte tenu de la sociologie grenobloise, mais aussi de la société civile, de gens qui n'ont jamais exercé de responsabilité dans les partis politiques et qui veulent aussi sonner le coup d'arrêt du déclin de Grenoble. C'est pour notamment les partenaires et l'UDI en particulier que vous aviez besoin d'avoir un peu de place dans les 10 premières places de la liste? Je vais vous dire une chose dont peu de gens ont parlé, à ma grande surprise. Il y avait une difficulté, et j'essaye d'être diplomatique dans les termes que j'emploie, dans cette proposition. Vous l'avez remarqué? Non, j'imagine. Il n'y avait que des hommes. Moi, je trouve que c'était assez insultant pour la moitié de la population. Il restait la 2e, la 4e, la 6e place, toutes les places paires étaient réservées, enfin, oui, a priori aussi pour des femmes. Voilà, donc j'avais ce pouvoir-là. Voilà. Donc peut-être que d'une certaine manière, j'aurais dû comprendre que l'on me donnait la liberté sur les places les plus importantes. C'est comme ça qu'il fallait que je l'interprète, bien évidemment. Vous êtes, je le disais, le président de l'intergroupe UMP Nouveau Centre Société Civile à la ville de Grenoble, dans l'opposition. Est-ce que vos collègues qui siègent à vos côtés seront sur cette liste? Nathalie Béranger. Mais encore une fois, je vous ai dit que je ne suis pas là pour vous annoncer la composition d'une liste, puisque je veux l'union. Je veux l'union. Donc si je commence à donner un certain nombre de noms et que, comme nous sommes très nombreux à vouloir le changement à Grenoble, j'en oublie, ça ne va pas se faciliter les choses. Donc je ne vous donnerai pas de nom. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées ces 8 derniers jours m'ont dit « Mathieu, tiens bon, suis ta route, parce que c'est ici que ça se décide. C'est à Grenoble, et ce sont les Grenoblois qui ont le pouvoir de décider. C'est nulle part ailleurs. » Face à ce spectacle, d'abord les primaires à avorter, cette investiture qui s'en va, qui revient, à votre avis, les sympathisants de droite, les électeurs de droite, ils en gardent quelle impression? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par se lasser? Ça pourrait se comprendre. En même temps, et c'est pas fait pour rassurer, j'observe le spectacle assez désolant d'une majorité municipale qui est aujourd'hui divisée sur 4 listes. Sur 4 listes, vous m'entendez bien. Alors je sais que on ne le dit pas beaucoup dans les médias, donc permettez-moi d'en profiter pour le dire. Quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Mais au fond, je vais vous dire, ça me fait sourire, mais c'est pas très satisfaisant parce que effectivement le spectacle que nous donnons à nos concitoyens est assez encore une fois désolant, et on n'a pas besoin de ça dans une période de crise sociale, dans une période de doute, dans une période où le politique est déjà suffisamment discrédité comme cela. Donc l'électorat de droite, s'il est
désorienté pour le moins par ces soubresauts à l'UMP, ces soubresauts à répétition à l'UMP. Il aura le choix lui aussi, hein, puisqu'il y a pas mal de droites qui seront de listes qui seront de droite ou d'hiver droite. Vous savez, nous sommes en octobre. Les élections municipales sont dans 5 mois. Qui peut dire qu'il présentera sa liste le 23 mars? Mathieu Chamussi, quelques-uns. Mathieu Chamussi, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, ça va. J'en suis pas encore là. Mais il y a un certain nombre de gens qui se sont mis sur les rangs. On verra bien en janvier qui restera. Pour ce qui me concerne, effectivement, je trace ma route et ma détermination est plus grande que jamais. C'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être vous espérez rallier pour le premier tour, par exemple, Gilles Dumollard, Denis Bonzi, c'est possible ça? Mais rien n'est impossible. Et il faut tout faire pour que l'union soit la plus grande et la plus large possible. En même temps, certains parlent de division, on peut aussi parler de diversité, on peut aussi se respecter, on n'est pas forcément des adversaires, on peut être des concurrents loyaux, et puis se soumettre au suffrage du premier tour et en tirer les conséquences pour la suite. Vous avez eu des contacts avec Dumollard, Bonzi, Longevial, pourquoi pas? Non, pas avec Philippe de Longevial qui participe à la majorité actuelle et qui a sa part de responsabilité dans le bilan et notamment sur la densification de la ville puisque c'est lui l'adjoint à l'urbanisme. Avec Gilles Dumollard, avec Denis Bonzi, oui. Ce sont des gens qui sont estimables. Vous avez réalisé il y a quelques temps un sondage IFOP qui montre une très forte notoriété pour Alain Carignan, mais aussi un fort rejet. 85% des personnes interrogées le connaissent, mais 59% ne voteraient pas pour lui. Vous, dans ce sondage, vous êtes connu par 4 personnes sur 10, et parmi elles, 4 sur 10, à peine un peu plus, pourraient voter pour vous. Oui. Il y a du chemin à parcourir ? Mais bien sûr, il y a bien sûr que si on était les favoris, ça se saurait, je crois. En même temps, vous savez, le temps de la campagne, c'est aussi le temps de l'explication, de la prise de conscience et des propositions. Et ce n'est pas sur le bilan ou le boulet de cette majorité municipale que je souhaite rassembler une majorité. C'est sur le projet que je porte avec toutes celles et ceux qui me soutiennent. Et c'est cela, Christophe Reville, dont j'aimerais bien que nous puissions parler. Eh bien, on va en parler dans un instant. Quels sont les grands sujets de la campagne? Comment se positionne Mathieu Chamussi dans les débats qui agitent l'actualité cette semaine? Les Roms, par exemple. On lui posera la question dans un instant. À tout de suite. Retour sur le plateau du Récap Info cette semaine avec Mathieu Chamussi, conseiller municipal UMP à la ville de Grenoble, président de l'intergroupe d'opposition, candidat au municipal en mars prochain. Tête de liste, on est sûr, certains, Mathieu Chamussi, j'ai pas bien compris, à Grenoble, vous irez quoi qu'il en soit. Je suis candidat aux élections municipales. Je ne dévierai pas de la voie que je veux tracer au service des Grenoblois. Avec l'étiquette UMP, ce sera mieux, mais sans, ce sera possible aussi. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Vous savez bien que cette question-là, elle ne m'appartient pas. Et encore une fois, ce qui compte, c'est le jugement des Grenoblois. Allez, à Grenoble, vous siégez donc dans l'opposition à la ville, président de l'intergroupe UMP, Nouveau Centre, Société Civile. Ça fait 9 élus, je crois, au total, c'est ça. La majorité sera en mars prochain conduite par Jérôme Safar, puisque Michel Destot passe le relais après 3 mandats. Pour vous, ce passage de relais, c'est quoi? C'est une opportunité supplémentaire? C'est plus facile? C'est pas à moi de porter ce regard-là. Ce que je constate, c'est que cela a une connotation assez dynastique finalement. Le père désigne le fils ou le dauphin. C'est une conception assez étrange de la démocratie. Mais quand on est à l'UMP, on rêve pas à Grenoble aujourd'hui d'une désignation aussi facile finalement, parce que et ça moi, a quand même je l'ai toujours dit. J'ai toujours été favorable et je n'ai pas dévié, contrairement à certains, à une désignation par le biais de primaires ouvertes où les Grenoblois, et en particulier les électeurs de la droite et du centre, auraient choisi, eux, leur champion, entre guillemets. Ça n'est pas comme ça que les choses se sont écrites?
Je le regrette. La faute à qui? La faute à qui? Je le regrette. La faute à qui? Eh bien, écoutez, à l'évidence, à ceux qui ont inventé des faux prétextes, des fausses excuses. Par quoi? Par peur? Il faut leur demander, peut-être qu'il y a de cela, alors que partout où les primaires se sont déroulées, à Paris, à Lyon et dans beaucoup d'autres villes, eh bien, celui qui l'a emporté, quel que soit l'écart d'ailleurs avec ses concurrents, a bénéficié d'une légitimité d'un coup d'accélérateur. Allez, on va en venir au grand thème de la campagne. Pour vous, Mathieu Chamussi, quel sera le grand thème de la campagne des municipales? Bon, il n'y en aura pas qu'un, mais si vous voulez, il y a trois choses aujourd'hui qui sont au cœur des préoccupations des Grenoblois, je pense. C'est d'abord la question de la souffrance, de la désespérance sociale, à travers... pour la première fois, et c'est national même, c'est la question de la baisse du pouvoir d'achat. Une première en France. Et quand vous voyez le matraquage fiscal, notamment à Grenoble, ayant en tête qu'au cours de ces 18 dernières années, la pression fiscale sur les Grenoblois a augmenté de 35% net d'inflation. Eh bien, ça, évidemment, ça a un impact sur le pouvoir d'achat des Grenoblois. Mais la souffrance sociale, c'est aussi évidemment la question de l'emploi. Quand vous voyez que dans cette agglomération, nous avons perdu 18% des emplois industriels, c'est évidemment lourd de conséquences, parce que les emplois industriels, c'est des emplois pour tous. Des emplois Bac+10, c'est très bien pour une métropole comme la nôtre. Mais il faut des emplois pour tout le monde. Et c'est bien ça la difficulté. Donc il faut casser cette dynamique de la pression fiscale et du recul de l'emploi pour tous. Le troisième. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la qualité de vie. À travers comment on fait pour arrêter cette densification de la ville? Comment on fait pour garantir aux Grenoblois la sécurité à laquelle ils ont droit, avec des mesures simples, puisque moi, je propose notamment que l'action publique soit davantage concentrée sur la rénovation de l'habitat existant. Parce qu'en réalité, il y a des milliers de logements dans Grenoble qui sont vides et qui ne trouvent pas de preneurs parce qu'ils ne répondent pas aux attentes en termes de confort, de normes phoniques, de normes thermiques. Donc, plutôt que de continuer à construire dans un rythme effréné, si on concentre l'aide publique sur la rénovation de l'habitat existant, on répondra mieux à la demande de logement en construisant moins. Et le troisième, on va y revenir à tout ça. Hein, mais... Et le troisième, c'est la question du rayonnement de notre territoire. Parce que tous les territoires en France sont évidemment dans une grande concurrence. Donc il faut à la fois régler la question des grandes infrastructures, il faut mieux connecter notre territoire aux autres. Dans un pays aussi centralisé que le nôtre, la question du rapport à Paris est éminemment importante. Quand vous voyez qu'il faut aujourd'hui autant de temps pour aller de Paris à Marseille que de Paris à Grenoble, ça a des conséquences en termes de décision publique. Et donc nous avons pris du retard en la matière, mais il y a aussi au-delà la question des déplacements, de l'accès à la ville. Et donc il faut, et moi je propose concrètement que l'on mette en place du transport par câble, non pas pour aller dans le Vercors, c'est très sympathique pour le tourisme, mais pour faire sauter les bouchons aux entrées de Grenoble. Péage de Vorep, gare de Grenoble, 1 heure. Ce n'est pas acceptable. Donc on met un câble au-dessus de l'autoroute. Donc on met un transport par câble, on transfère 10% du trafic automobile, c'est-à-dire 10 000 véhicules, parce que vous avez 100 000 véhicules par jour qui vont de Vorep à la gare de Grenoble, vous en transférez 10% sur le câble, et à ce moment-là, vous permettez la fluidité sur cet axe, vous gagnez des centaines de milliers d'heures de travail par an pour les habitants de l'agglomération. Allez, on va reprendre certains de ces points un à un. La fiscalité, alors ce que vous dites sur la fiscalité est plutôt vrai concernant la taxe foncière, un peu moins concernant la taxe d'habitation. C'est exactement la même chose. C'est une des plus basses de France. Pas du tout. Pas du tout. Parmi la catégorie des villes de 100 à 300 000 habitants, source Direction générale des collectivités locales, taxe foncière, médaille d'or, et taxe d'habitation, 9e sur 29. C'est la Direction générale des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur, qui donne ces données. Et c'est non seulement nous sommes très hauts, mais nous avons considérablement augmenté. Je vous l'ai dit, les
taux d'imposition ont augmenté de 35%. Ça veut dire que net d'inflation, s'il y a 18 ans, vous payiez 100 € d'impôts, aujourd'hui, inflation neutralisée, vous payez 135. Et c'est sans compter, entre-temps, la création de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un certain nombre d'augmentations de la fiscalité à l'échelle de l'agglomération. Effectivement, c'est des charges qui ont été transférées à la métro. On ne va pas faire de bataille de chiffres, mais conclusion, si on n'augmente pas la fiscalité, où est-ce qu'on trouve les marges de manœuvre pour financer la politique, et notamment la politique sociale? On sait qu'à Grenoble, elle coûte très cher via le CCAS. On réduit évidemment les dépenses de fonctionnement qui ont explosé à la mairie de Grenoble. Alors, il y avait évidemment tout ce qui a trait au train de vie de la ville. Pensez quand même qu'en 2008, au début de ce dernier mandat de Michel Destot, au moment même, vous m'entendez bien, où il augmentait les taux d'imposition de 9% pour les Grenoblois, il augmentait les indemnités des élus de 25%. Est-ce que c'est digne ? Sur un budget de 320 millions d'euros. Mais il y a cela, mais il y a bien d'autres choses, évidemment. Quand ils ont fait le choix d'augmenter autant la masse salariale qui représentait 40% des dépenses de fonctionnement de la ville en 1995 et qui en représente aujourd'hui 53%. Vous voyez bien qu'on se prive de capacités d'investissement significatives. D'ailleurs, l'investissement rapporté au nombre d'habitants a baissé entre 1995 et 2013. Donc, il faut baisser les dépenses de fonctionnement pour pouvoir, parce qu'on n'en a pas parlé, contenir la dette, qui a augmenté 1,5 fois plus vite que l'inflation au cours de ces 18 dernières années, et retrouver des capacités d'investissement. Je veux dire que augmenter la capacité d'investissement de la collectivité, ce sont des marchés. C'est de l'emploi, outre le fait que cela permet de remettre un certain nombre d'équipements à niveau dans la ville, et il y en a beaucoup qui sont de véritables friches. Il y a des équipements qui ne fonctionnent plus parce qu'ils ne sont plus en état de fonctionner, mais c'est aussi de l'emploi. Et on précise que l'investissement à la ville de Grenoble, c'est 58 millions d'euros par an. On en vient à l'urbanisme. Vous avez évidemment évoqué la densification, ce que vous avez appelé la surdensification, ce que vous appelez parfois la bétonisation. On sait que sans construire, Grenoble perd des habitants. Comme beaucoup de communes de notre agglomération d'ailleurs. Entre 2005 et 2010, à Grenoble, il se construisait 750 logements neufs par an. Cette majorité a décidé de passer le rythme de 750 à 1000, c'est-à-dire d'augmenter le rythme de construction de 33%. Bien, c'est tout à fait excessif. Aujourd'hui, le dernier chiffre connu, sur 100 logements qu'on a construits dans l'agglomération grenobloise, on en a construit 50 sur Grenoble, alors que nous ne représentons que 35% de la population. Alors que nous ne représentons que 35% de la population de l'agglomération. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est rééquilibrer à l'intérieur de la métropole l'effort de construction et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concentrer l'aide publique sur la rénovation de l'habitat existant pour remettre sur le marché les 4000 et quelques logements vides dans Grenoble qui se trouvent actuellement. Il y a un sujet que vous n'avez pas complètement évoqué, moi je vais le mettre à l'ordre du jour, c'est la sécurité. Oui. En matière de sécurité, les commerçants en ont ras-le-bol. Et cette semaine, une réunion a eu lieu sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie, en présence du préfet, des patrons de la police et de la gendarmerie. Ils ont annoncé la mise en place d'un système de SMS qui alertera quasiment instantanément les commerçants en cas d'infraction, de crime ou de délit commis dans un magasin à côté du leur. Les forces de l'ordre, de leur côté, renforcent les conseils directs aux commerçants. Reportage. Pour prévenir les vols à main armée, la police nationale propose aux commerçants et entrepreneurs une consultation de sûreté. L'objectif, anticiper les actes délictueux en protégeant plus efficacement ses locaux. Système de sécurité, grilles, alarmes, caisses, tout passe en revue.
Pour lutter contre les vols et fractions, c'est important de s'attacher effectivement à avoir des ouvrants qui soient d'un bon niveau de résistance à l'effraction et de combiner ça avec un dispositif d'alarme anti-intrusion avec une réactivité, puisque le dispositif de vidéoprotection, c'est pas lui qui empêche la personne de pénétrer dans l'établissement, mais va venir en complément des autres mesures et est un élément qui est important au niveau judiciaire pour la résolution des enquêtes des services de police. Outre les moyens techniques, chacun est en mesure de participer à sa propre sécurité. Former le personnel aux mesures de prévention, composer le 17 en cas de doute et surtout être attentif à son environnement. C'est également aussi prendre en considération le fait que les commerçants sont vulnérables dans leur établissement, mais également à l'extérieur. Donc important de faire des remises d'espèces régulières de manière à ne pas avoir un montant énorme sur soi. Varier, et ça c'est très important, les jours et les horaires où on fait ces dépôts en banque. Éventuellement varier les trajets, varier l'établissement dans lequel on va remettre les espèces. Les référents de sûreté proposent également d'autres services, une étude de sécurité publique qui analyse les risques existants dans le but d'améliorer la vie du quartier. L'intervention de la police et des secours peut alors se faire plus efficacement. On insiste beaucoup sur effectivement un principe de visibilité. Donc important que les halls soient plutôt, par exemple, tournés sur la voie publique. Et puis également prendre en compte ce qu'on appelle le principe de territorialité, c'est-à-dire qu'on puisse identifier clairement l'usage des différents espaces. Peut-être éviter sur certains ensembles immobiliers les halls traversants. Voilà, c'est des principes auxquels on s'attache sur tout ce qui est les ESSP, notamment de zones d'aménagement. Ne jamais perdre son calme et son sang-froid peuvent limiter les actes de violence en cas d'agression. Alors dans ce reportage, on a beaucoup vu la police, la gendarmerie, donc les forces de l'ordre qui dépendent de l'État. Concernant la municipalité, c'est la police municipale. Ce sont une centaine d'hommes. Les effectifs ont d'ailleurs été renforcés au cours des mandats de Michel Destot. Très peu en réalité. La police sera armée la nuit. Sur un quartier de la ville. Si demain vous êtes maire, c'est quoi votre solution? Moi je l'ai dit très clairement, à coût zéro, par le biais de redéploiement des effectifs à l'occasion des départs à la retraite, à coût zéro, mon engagement c'est de doubler les effectifs de la police municipale sur le mandat. 200 agents par 5 ans. Premier engagement. Deuxième engagement, c'est une question de responsabilité, je prends la mienne, c'est l'armement de la police municipale 24 heures sur 24. J'observe que ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite. Les maires d'Échirolles et de Fontaine ont armé leur police municipale depuis des décennies. C'est une question de responsabilité. Le maire de Grenoble, il doit garantir la sécurité des policiers municipaux. Et si le maire de Grenoble veut confier des missions étendues, notamment la présence de la police municipale la nuit dans tous les quartiers de la ville, il doit garantir leur sécurité. Et puis, il y a un schéma d'agglomération en matière de vidéosurveillance, parce que la délinquance, elle ne connaît pas les frontières des communes, avec des priorités, les abords des établissements scolaires, les collèges et les lycées. Vous savez, moi je suis père de famille, à la sortie du collège de mes garçons, quand il y a une agression au printemps dernier, je suis un père de famille parmi 400 autres qui a peur, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc, la vidéosurveillance aux abords des établissements scolaires, dans un certain nombre de rues commerçantes, parce que les commerces, ça n'attire pas que les chalands, et puis des secteurs prioritaires. Tout ça à définir en concertation, mais avec une très grande détermination. En matière de sécurité, il y a eu, il y a quelque temps, une émission assez controversée sur France 2, l'émission d'envoyé spécial Villeneuve, le rêve brisé. Alors un collectif d'associations cette semaine envisage de porter plainte contre France Télévisions pour préjudice moral et financier. Selon ces associations, le reportage était caricatural et orienté. On en voit quelques images ici. C'est un sujet qui a créé pas mal d'émotions dans la ville. Quelle a été, votre réaction après? Moi, j'ai surtout, je vais vous dire, été scandalisé par la réaction de Michel Destot et de son équipe, qui se sont permis des déclarations à l'égard de la presse, de médias et du service public de l'audiovisuel, donc ça laisse pantois par rapport à l'indépendance des médias, qui ont eu des déclarations scandaleuses, au point même que tous vos confrères au conseil municipal où cet incident a eu lieu se sont levés
et sont partis du conseil municipal pour exprimer leur désapprobation par rapport aux propos de Michel Destot et de son équipe. Donc on ne peut pas vouloir une presse libre et indépendante, et quand elle fait son travail, bien ou mal, c'est une autre affaire, la critiquer comme ça. Le politique doit rester à sa place. Alors, pour le fond, ce reportage, il montrait une facette de la vie à la Villeneuve. Effectivement, il n'en montrait une. Et chacun est libre de penser qu'il aurait été préférable d'en montrer d'autres. Mais moi, élu, comment voulez-vous que j'exprime une critique de cette nature à l'égard des journalistes? Qui suis-je? Ne suis-je pas en train de remettre en cause l'indépendance de la presse si je fais cela? Un mot sur l'intercommunalité. En janvier prochain, la métro va connaître une vraie révolution puisqu'elle va considérablement s'agrandir. Elle passera de 28 communes aujourd'hui à 49, en intégrant les communes du balcon sud de Chartreuse, du sud grenoblois. Vous siégez vous-même au conseil intercommunal. Au total, l'agglomération grenobloise, ce sera 440 000 habitants. Cet élargissement va bouleverser les choses et notamment le poids que pèse chaque commune au sein de l'interco. Oui, tout à fait. En même temps, il faut savoir ce que l'on veut. Pour être très clair, ce n'est pas l'orientation géographique que nous avions privilégiée pour ce qui nous concerne. Parce que moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire coïncider le territoire avec les réalités de la vie. Et que les grands enjeux pour notre métropole, ce sont les transports, le développement économique et l'habitat. Que tout cela est intimement lié. Et que ces questions-là, elles se traitent évidemment sur les deux barreaux nord-ouest et nord-est de l'Île-Ré de Grenoblois. Vers le Voironnet, vers le Grésivaudan. Évidemment, si vous avez une métropole où vous avez Centrale, la presqu'île scientifique et Crolles, vous avez là les enjeux de développement économique, les enjeux de déplacement, les fameux bouchons aux entrées de Grenoble, et puis une capacité d'urbanisation pour arrêter de densifier la ville-centre. Donc, tant qu'on n'aura pas cette métropole sur ce territoire-là, il y a un certain nombre de problèmes que l'on ne pourra pas résoudre. Mais c'était compliqué, me dit-on, parce que cela empiétait sur des pouvoirs d'autres élus. Et donc, encore une fois, le conservatisme de certains élus l'a emporté par rapport aux questions de vie quotidienne des habitants. Le poids de Grenoble au sein de l'intercommunalité, certains trouvent que Grenoble ne joue pas tout son jeu, que la présidence, par exemple, devrait revenir à la ville-centre. C'est pas seulement une question de présidence, de poste, c'est une question de capacité à agir et à peser. Et quand vous voyez un certain nombre d'échecs, par exemple, Alpexpo, qui est dans une situation déplorable, parce que la gestion sur de très longues années a été calamiteuse et qu'aujourd'hui, il faut venir injecter de l'argent public, l'argent du contribuable, pour faire survivre cette structure. Qui doit devenir une structure intercommunale? Eh bien, qui va justement, en raison de sa gestion erratique, échapper à l'autorité de la ville de Grenoble pour passer sous la responsabilité de l'intercommunal. C'est pas logique pour un équipement pareil? Ce qui n'est pas logique, c'est que Grenoble perde de l'autorité dans l'ensemble métropolitain. C'est quand même la métropole grenobloise. 35% de la population, ce n'est pas rien. D'ailleurs, j'observe que dans la nouvelle métropole, Grenoble ne représentera que 25% des sièges. La progression du Front National, la réforme des retraites, les Roms, les rythmes scolaires. Qu'en pense Mathieu Chamussy? On lui pose la question juste après cette pause. À tout de suite. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez pour ce récap info dont l'invité cette semaine est Mathieu Chamussy, conseiller municipal UMP à Grenoble, tête de liste pour les prochaines municipales de mars prochain. On évoquait les questions très grenobloises, je ne vous ai pas beaucoup entendu, peut-être que j'ai mal écouté, sur les rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires à la semaine de 4 jours et demi. C'est désespérant ce genre de réforme. On en voit malheureusement régulièrement des exemples. C'était indispensable, tout le monde était d'accord. Oui, exactement. C'est incroyable comment une réforme qui part d'un constat et d'une proposition unanime, tout le monde était d'accord au départ sur un constat. Il faut adapter les rythmes scolaires, mieux les adapter à la chronobiologie des enfants. Et parce que, au fur et à mesure de la construction de cette réforme, on a oublié, on a laissé sur le bord de la route cet objectif-là, eh bien, à l'arrivée, plus personne n'est d'accord. Donc c'est quand même incroyable. Vous avez les enseignants
qui dénoncent l'allongement des rythmes scolaires. Vous avez les enfants qui rentrent plus fatigués. Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on a raté? Mais évidemment qu'on a raté justement la question du respect de la chronobiologie des enfants, puisqu'on a allongé en fait le temps de présence à l'école et que l'on a mis en place ici à Grenoble des ateliers qui soit parfois sont complets, soit sont payants. Alors certes au quotient familial, mais entre nous soit dit, c'est pas une bonne mesure par rapport aux familles, par rapport à leur pouvoir d'achat. Et au total, si vous voulez, encore une fois, on a oublié la question fondamentale de la réussite scolaire à travers le respect du rythme des enfants pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes en fonction de leur état de forme. Et c'est ça qui était le constat qui rassemblait tout le monde. Donc, quel triste bilan de constater que sur un constat qui faisait consensus, on arrive à une décision, à une mise en œuvre qui ne fait plus du tout consensus, qui coûte de l'argent à la collectivité. C'est d'ailleurs encore formidable, une fois de plus, qu'un gouvernement prenne une décision et la fasse financer par d'autres, les collectivités locales. C'est pas un sujet très opportun pour la droite à la veille des municipales. Quand Michel Dessau, cette semaine, co-signe une tribune dans laquelle il dit « Laissons les enfants à l'abri de nos querelles d'adultes ». Mais nous l'avons dit avant, quand nous avons vu poindre les difficultés, quand nous avons vu le peu de concertation qu'il y a eu avec les familles, parce que ici à Grenoble, Michel Dessau a voulu aller à rythme forcé. Il avait décidé qu'elle serait mise en œuvre à cette rentrée-là, alors que 75% des communes françaises ont décidé le report à l'an prochain pour se donner davantage de temps pour le dialogue et la concertation. Entre nous soit dit, si on est dans une querelle politicienne, le meilleur moyen, c'était justement de ne pas la mettre en œuvre pour cette rentrée-là à 6 mois des élections. Allez, on va, dans cette dernière partie, évoquer plusieurs autres gros sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. On revient sur le Front National. Le Front National, vainqueur de la cantonale partielle de Brignoles le week-end dernier. Le candidat du Front National s'est largement imposé avec 54% des voix, donc contre 46% à son adversaire UMP. En réponse, PS, UMP ont passé leur temps cette semaine à se rejeter la faute de la progression du Front National. Votre avis sur la question ? La montée du Front National, c'est le miroir de l'incapacité des gouvernements à répondre aux difficultés que rencontrent nos concitoyens. Des gouvernements UMP ou PS? Écoutez, évidemment, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est donc le miroir de nos insuffisances et le fait qu'un certain nombre de sujets ont été mis sous le tapis et dont on n'a pas voulu débattre. Regardez la question des Roms. On en parlera peut-être. Évidemment, si à chaque fois que cette question vient sur la table, à chaque fois que des mesures sont prises, on sort les étendards des associations qui veulent surtout pas qu'on se pose la question du contrôle des frontières, etc., et que les gens qui subissent qui sont victimes des nuisances ne se sentent pas défendus par les élus, eh bien évidemment, à la longue, tout cela, évidemment, génère le vote protestataire, évidemment. Le Front National, on n'en a pas parlé pour les municipales à Grenoble. Est-ce qu'on ne le sous-estime pas un peu? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une surprise FN à Grenoble? Moi, je ne le sous-estime pas. Parce que je connais le score de Marine Le Pen aux élections présidentielles à Grenoble, 10,8. Donc je ne sous-estime pas. Et le meilleur moyen de réduire le score du Front National, c'est de dire les choses et c'est de formuler des propositions concrètes par rapport aux préoccupations des Grenoblois. Et on rappelle que pour ces municipales, pour se maintenir au deuxième tour, il faut réaliser au moins 10% des suffrages exprimés, ce qui peut être donc théoriquement, si on se fie aux résultats des présidentielles, à la portée du Front National. Je vous pose la question, est-ce qu'il peut y avoir une alliance
pour le deuxième tour entre une liste UMP et une liste Front National à Grenoble? La question se pose évidemment pas, et ce d'autant moins que Mme Dornano a récemment expliqué que son rêve, c'était de redevenir 30 ans après conseillère municipale d'opposition à Grenoble. Donc la question est définitivement tranchée, si tant est qu'elle soit d'actualité. Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté sociale d'accompagner les plus en difficulté à Grenoble. Cette semaine, on a vécu la journée mondiale du refus de la misère. Alors selon les dernières données de l'INSEE, presque 9 millions de Français, soit 14% de la population, vivent en France en 2011 en dessous du seuil de pauvreté. C'est 977 € par mois, le seuil de pauvreté. Cette journée d'ailleurs suivait une autre mobilisation, une mobilisation contre le gaspillage alimentaire. J'ai trouvé que le parallèle était intéressant. 7 kilos de produits sous emballage sont jetés par chacun de nous chaque année. 20 kilos de nourriture en moyenne. Chaque semaine, à Grenoble, juste après les marchés, on a vu apparaître des glaneurs. On regarde le reportage et on en reparle. Un midi comme un autre sur le marché de l'Estacade, devant les fruits et légumes, les discussions vont bon train et les clients remplissent leurs paniers. Mais à 13 h, quand la place se vide et que les commerçants remballent la nourriture, Damien arrive pour faire ses courses. Pommes, oranges, avocats, il remplit sa cagette de produits invendus. J'attends les fins du marché et quand les maraîchers ils remballent, tout ce qu'ils récupèrent pas, ils le jettent de toute façon. Donc moi je vais d'abord faire l'état de poubelles quoi, en gros. En gros, je fais des poubelles, quoi. Avec ses faibles revenus, Damien peine à joindre les deux bouts. Et sur le marché, il y a toujours de bonnes récoltes à faire. Surtout qu'en cette période de crise, les commerçants se montrent plutôt solidaires. Tous les fins des marchés, vers 1h, 1h30, j'ai à peu près une dizaine de personnes que je leur donne à manger. C'est surtout le samedi et le dimanche. Il y a beaucoup d'étudiants, par choix ou par nécessité de plus en plus aussi, qui viennent un petit peu s'approvisionner comme ça. Il y a donc ceux comme Damien qui le font pour se nourrir, et puis il y a ceux que le gaspillage exaspère. Chaque jour c'est pareil, des cartons remplis de légumes consommables sont laissés sur le trottoir car invendables. Pour promouvoir la récup, une association informelle a vu le jour sur Grenoble. Dans le jargon, on les appelle les friganistes. Objectif, ramasser les invendus dans les poubelles, sur les marchés ou directement en magasin. On part à vélo chercher les invendus, donc on arrive avec, on est 5 ou 6 avec une carriole, et puis on arrive dans le hangar et là il y a quelqu'un qui nous a fait une palette qui ont mis de côté, où ils ont mis de côté tout ce qui était invendable et qu'on récupère. Et donc on cherche ça sur nos carrioles, on ramène au squat et puis ensuite c'est redistribué. 3 fois par semaine, 15 à 20 personnes viennent se servir en fruits et légumes dans le squat occupé par le collectif. Le friganisme est né aux États-Unis. Plus qu'un moyen de faire des économies, c'est avant tout un mode de vie alternatif remis au goût du jour par des anticapitalistes afin de lutter contre la surconsommation et promouvoir le recyclage. Et le mouvement ne s'arrête pas à la nourriture. Le dump diving, discipline qui consiste à fouiller les bennes à ordures, concerne aussi les meubles ou les métaux. Alors que ce soit par conviction anticapitaliste ou par nécessité économique, on va s'arrêter un petit peu sur ce gaspillage. À Grenoble, 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme, c'est un chiffre qui est toujours très important évidemment dans les grandes villes, où la solidarité est souvent plus organisée. Oui, les grands centres urbains, comment dire, l'expression est maladroite, je m'en excuse, attire la misère, parce que c'est là qu'il y a les dispositifs d'accompagnement sociaux, évidemment. Et en même temps, d'ailleurs, ils font fuir les classes moyennes qui n'ont plus les moyens d'être propriétaires. Donc on se retrouve dans un territoire où la cohésion sociale est menacée, parce que vous avez les personnes en difficulté et ceux qui ont des revenus confortables. Et vous n'avez pas au milieu ces classes moyennes qui font le lien social entre les deux. Donc vous avez un risque social de tension parce que vous avez deux populations de grands écarts de revenus qui se retrouvent face à face. Et le risque, il est lourd. La politique sociale de la ville, via son centre communal d'action sociale, elle s'est renforcée considérablement, en particulier sous ce dernier mandat. Ah bon ? C'est-à-dire ? J'ai l'impression qu'il y a quelques opérations qui ont été plutôt porteuses, comme le microcrédit social, comme les paniers solidaires, comme tout un tas de choses qui accompagnent les gens au quotidien. Dépassons un petit peu les choses marginales. Moi, je le dis d'autant plus que nous, à la maison, on fait ça avec... Enfin, c'est plus un peu, je dois l'avouer, pour être honnête, mon épouse...
qui est inscrite au panier solidaire, mais j'en profite le soir à la maison. Mais, je veux dire, tout ça, c'est bien sympathique, mais entre nous soit dit, les paniers solidaires, je suis pas sûr que ça profite. Je suis pas sûr que ça profite aux populations les plus en difficulté socialement. Moi, ce que je sais de ce dernier mandat, c'est que sur le plan social, sur le plan du CCAS, il a surtout, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, il a surtout eu pour vocation de redresser la situation financière difficile du CCAS, qui sous le précédent mandat avait été géré de telle manière que il y avait un gouffre financier à combler. Donc il y a aujourd'hui une dette de 19 millions d'euros au CCAS de Grenoble et qu'on essaie de remettre les compteurs plus ou moins à zéro et qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Donc moi, les avancées sociales du CCAS au cours de ce dernier mandat, excusez-moi, mais vous m'en avez pas encore cité une. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup Parce que si vous arrivez demain au pouvoir, il faudra à la fois combler ce déficit dont vous nous parlez et continuer l'action sociale. Donc comment on fait? Mais bien sûr, mais je vous l'ai dit, il faut retrouver des marges de manœuvre. Donc il faut diminuer le train de vie de la ville, réduire les dépenses de fonctionnement. Mais vous savez, ce sont des dizaines de millions d'euros qui peuvent être dégagés et réinvestis au service des habitants sur les équipements de proximité. Parce que vous savez, quand le réseau des bibliothèques est en difficulté, eh bien c'est aussi la réussite scolaire qui est menacée. Donc ça compte concrètement. Non mais le personnel, les frais de personnel à la ville de Grenoble, c'est 126 millions d'euros par an. Il faut me dire concrètement où est-ce que vous faites des économies, dans quel secteur? Je vais vous expliquer très simplement. Vous savez qu'il y a des départs à la retraite chaque année. Bien. La ville de Grenoble est une des villes de France où il y a le plus de catégories A, où il y a le plus de capitaines, de commandants et de colonels dans toutes les autres villes de France. Personnel d'encadrement, on va dire. Voilà, bien. Et donc, avec les départs à la retraite, or les écarts de salaire entre quelqu'un qui rentre en catégorie C, au SMIC, à la ville de Grenoble, et un capitaine ou un commandant qui part à la retraite, c'est de 1 à 5. Donc moi, je réduirai le taux d'encadrement de la ville, ce qui permettra, entre nous soit dit, de fluidifier la chaîne de commandement, de produire du service public un petit peu plus réactif. Et je peux retrouver des marges pour embaucher des effectifs sur un certain nombre de secteurs prioritaires. Je pense à la police municipale, je vous l'ai dit. Je pense aussi à la propreté urbaine, parce que l'embellissement de l'espace public, ça passe aussi par la propreté de la ville. Et en la matière, les marges de progression, elles sont considérables. Et je pense aussi aux écoles, aux crèches. Les crèches, c'est le CCAS, parce que les écoles, on parlait de la réforme des rythmes scolaires, mais les écoles, c'est aussi la question de l'informatique dans les écoles primaires. Et là aussi, les marges de manœuvre, elles sont grandes, et c'est un euphémisme. Quand on a évoqué tout à l'heure les priorités de la campagne, vous n'avez pas évoqué le centre-ville et l'économie liée au commerce. Il est évident que le centre-ville doit redevenir la vitrine commerciale de l'agglomération. Comment on fait? D'abord, on remet à niveau la capacité de stationnement. Parce qu'il y a eu trop de suppression de places de stationnement, que les voitures qui tournent, elles créent de la pollution, etc. etc. C'est pas bien donc de supprimer la voiture en centre-ville? Non, mais diminuer la place de la voiture dans la ville, c'est la loi sur l'air du gouvernement d'Alain Juppé. Donc, si vous voulez, c'est pas le débat. Mais il y a un moment où, si en même temps vous empêchez l'accès au centre-ville et que vous autorisez les augmentations de grandes surfaces en périphérie, et on en a fait de manière considérable, il y en a encore une, il y a encore un grand place bis qui est en train de se construire à Saint-Martin-d'Air, il ne faut pas s'étonner qu'après, le commerce du centre-ville, il s'effondre. Donc il faut arrêter ces dérives-là, permettre, parce que tout le monde a besoin à un moment ou à un autre dans sa journée de la voiture. Il y en a aussi qui ont besoin de leur voiture tout simplement pour travailler. Le maillage des transports en commun ne permet pas de ne pas prendre du tout la voiture. La ville sans la voiture, c'est une utopie en l'état actuel des choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la réflexion que nous portons sur une nouvelle politique de déplacement, je propose qu'on expérimente les transports publics gratuits dans le centre-ville,
tout en augmentant les capacités de stationnement. Vous voyez, donc c'est bien équilibré, transport public, transport individuel, parce que, entre nous soit dit, et on pourrait même réfléchir à un zonage en matière de tarification des transports publics, parce que je ne comprends pas où est la justice quand on paye le même prix des transports en commun pour aller d'un bout à l'autre de l'agglomération grenobloise, ou quand c'est pour prendre le tramway de la gare à la place Victor Hugo. Voilà des sujets qui vont sans doute alimenter la campagne des municipales. Mathieu Chamussy était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous mardi sur Internet pour revoir cette émission. Et la semaine prochaine, notre invité sera Marc Bayetto. Excellent week-end.